On s'est un peu arrêté là pour un peu après. On était justement sur la question de l'extraction de cycles de tendance. Je vous rappelle la démarche dans laquelle on était. On regardait le contenu dans ce trimestriel. On avait vu deux manières éventuelles de définir la tendance par les nombres carrés, soit en traçant une tendance linéaire, soit en traçant une tendance exponentielle, ce qui ne changeait pas vraiment grand-chose. Enfin, un petit peu quand même, on voit les écarts entre les deux. Et je terminais sur l'idée que, en fait, bien sûr, lorsqu'on cherche à décomposer une série en cycles de tendance, ce que l'on veut faire, c'est à la fois s'intéresser à la tendance, et s'intéresser bien sûr à l'écart à la tendance. À l'écart à la tendance. Et pour expliquer ce qu'est l'écart à la tendance, c'est ici l'écart entre la courbe noire et les courbes rouges ou bleues, d'accord? J'ai dit, il y a deux manières de faire. Soit vous pouvez avoir une vision que je qualifie d'additive. Vous allez regarder l'écart absolu à la tendance, donc mesuré en milliards d'euros, d'accord? C'est l'écart absolu. Soit vous avez une vision multiplicative, et dans ce cas-là, ce qui va m'intéresser, c'est davantage de raisonner en termes d'écart relatif à la tendance, c'est-à-dire en pourcentage de la tendance, d'accord? Donc, ça va fonder un petit peu ma discussion sur le thème. Enfin, vous pouvez voir soit une décomposition de la série qui se fait en une tendance plus un cycle, au sens mathématique du terme, dans lequel le cycle est défini comme, bien sûr, la différence entre la série et sa tendance. Soit vous pouvez avoir une vision multiplicative. Vous voyez que dans ce cas-là, la série, c'est quoi? C'est une tendance multipliée par un coefficient multiplicateur, si vous voulez, d'accord? Quelque chose qui rend compte du cycle d'une déviation en pourcentage. Ok? J'avais aussi expliqué que cette différence entre les deux, entre d'un côté une addition et une multiplication, dès lors que vous considériez un modèle multiplicatif, vous voyez qu'un modèle multiplicatif en niveau se transforme en modèle additif en log. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant quelquefois de prendre le log. Alors, quel modèle choisir? C'est une bonne question. On ne peut pas savoir vraiment, enfin, en tout cas il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Je pense qu'il faut être assez pragmatique. On a d'abord regardé, je pense qu'on était là un peu plus loin en fait. On a regardé un cycle qui est défini comme un cycle additif. L'écart absolu. D'accord? C'est ça. Et soit c'est l'écart absolu à la tendance exponentielle. La tendance exponentielle, c'est la courbe bleue, soit c'est l'écart absolu à la tendance linéaire. D'accord? Donc voilà, on constate qu'il y a des cycles, des moments persistants, longs, où on est au-dessus ou en dessous de la tendance. Et ce qu'on voit aussi peut-être, c'est que l'amplitude de ces cycles, vous voyez 10, ça veut dire 10 milliards d'euros, moins 10, c'est moins 10 milliards d'euros. C'est quelque chose qui vaut à peu près 300 milliards. Ça vous donne une idée de l'ampleur du cycle. Vous voyez que sur la fin, on a l'impression que l'amplitude du cycle augmente. Et peut-être que si l'amplitude du cycle augmente, c'est parce que le niveau de la tendance elle-même augmente, le niveau du produit lui-même augmente, et que quelque part, écrire le cycle de manière absolue n'est pas forcément pertinent. Je ne sais pas, on peut dire ça. En tout cas, on a cette idée que si à un moment on veut faire un modèle multiplicatif, c'est parce qu'on a dans l'idée que, effectivement, le niveau du cycle est proportionnel au niveau de la série elle-même. Donc c'est ce qu'on fait dans ce diagramme graphique. Dans ce diagramme graphique, on calcule le cycle comme étant ce cycle-là, c'est quoi? C'est l'écart entre la série et la tendance, d'accord? Moins 1, donc tout exprimé en pourcentage. C'est un écart relatif. Donc, on est noté que sur la c'est des abscisses, ici c'est 2%, 4%. C'est 2% ou 4% au-dessus de la tendance. D'accord? Et donc on décrit de cette manière-là le cycle. Et c'est cette manière de faire la plus pertinente. Vous avez l'impression que ici, bon, évidemment c'est pas vrai peut-être sur la fin de l'échantillon, mais les amplitudes sont quelque part plus régulières. D'accord?
sais pas, je vous montre ce que dans les faits, ça peut changer de prendre un modèle multiplicatif ou un modèle additif. Peut-être que vous ne trouverez pas ça pertinent de dire l'écart entre les deux est pas important. Ce qui est vrai, c'est que là, on mesure le cycle en pourcentage. Donc, sur 35 ans, ça vaut peut-être un rôle. Dans les deux cas, on a un problème. Enfin, un problème, je sais pas si c'est un problème, mais qu'on a beaucoup de mal à voir ce qui se passe sur la fin. N'oubliez pas qu'il y a la crise de 2008, la récession de 2008. Vous voyez, on a l'impression qu'on a un espèce de plongeon sans fin. Peut-être que ce plongeon sans fin est lié à la manière dont on a décrit la tendance. N'oubliez pas, la tendance est soit linéaire, soit exponentielle. Or, on a vu aussi que la croissance s'effectuait à taux décroissant, en fait, durant cette période. Et donc, finalement, peut-être que cette baisse qu'on a là, il faudra la prolonger, en fait, pour essayer de regarder un échantillon plus grand. Est-ce qu'à un moment, on y remonte? Oui, j'espère, mais on a peut-être un problème là en bout d'échantillon. Et pour ça, il aurait fallu que je regarde ce qui se passe après. Ce sera pas une belle d'ailleurs de ma part de faire ce travail. Ok, donc, moi, j'ai pas de vérité absolue, voilà, ça renvoie à deux images différentes de la dynamique macroéconomique. Ok, je mets les deux tendances des cycles proches. Vous voyez que vous soyez en linéaire ou en exponentiel, c'est à peu près la même chose. C'est pas une grande discussion sur ça. C'est plus la discussion entre les écarts, le cycle absolu, qui serait ça, et le cycle relatif. J'ai quand même l'impression que je dois faire ce dessin-là parce que on a une forme de régularité ici, comme si on était dans des bandes de fluctuations bien définies entre 2 et entre 4 et moins 4%. C'est quand même pas négligeable. Voilà. Alors, dans le graphique précédent, on a étudié des données trimestrielles, mais qui avaient été au préalable corrigées des variations saisonnières. C'est-à-dire pour lequel l'INSEE avait fourni des données qui ne sont pas des données brutes, des données corrigées des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'il avait enlevé le cycle des variations liées au passage des saisons. Le fait que, je sais pas, le trimestre d'été produit moins parce que les gens sont plus en vacances. C'est des saisonniers qu'il y a chaque année. Donc dans cette décomposition-là, cet effet n'était pas prenant parce que c'était marqué au début, c'était une série corrigée des variations saisonnières, dans laquelle on avait déjà enlevé les variations saisonnières. Ce que je vous propose de faire maintenant, sur l'exemple de la pomme, c'est d'ajouter une nouvelle composante, en fait, de considérer une série qui n'est pas corrigée des variations saisonnières, et de voir précisément comment on peut, à partir de cette série, précisément la corriger des variations saisonnières, ou en tout cas, caractériser saisonnalité. Donc, ça veut dire qu'on va aller au-delà de la décomposition entre cycle et tendance, on l'a vu. On ajoute une troisième composante qui est l'influence de la saison. Donc, l'influence de la saison, ça peut être l'influence du mois, ça peut être l'influence du jour sur les séries de ventes hebdomadaires, de ventes journalières, d'accord? On a quelque chose qui est lié à une spécificité calendaire. On a des saisons, le fait que les gens ont des congés d'été, le fait que le dimanche vendent plus de pain ou moins de pain, etc. On a quelque chose qui est systématique et qui fait que lorsqu'on veut faire des prévisions, puisque c'est ce qu'on veut faire ensuite, on doit en tenir compte dans notre manière de modéliser la série. Donc c'est une influence systématique des saisons. Donc comment vous pouvez voir cette influence? Toujours de manière de faire. Vous voyez, ce que l'on va ajouter, c'est le grand S, qui est précisément ce qu'on appelle la saisonnalité ou la composante saisonnière. La saisonnalité ou la composante saisonnière. On peut le faire en ayant en tête une décomposition additive, d'accord? On additionne les blocs. On va voir que c'est ce qu'on va faire dans la suite du cours aujourd'hui pour illustrer la question sur le prix de la pomme. Et bien sûr, on peut le faire aussi, et je crois que ça sera fait en direction d'étude, de manière multiplicative, en voyant la saisonnalité, la composante saisonnière, comme on fait un coefficient saisonnier qui vient ajouter des pourcentages correspondant à tel ou tel trimestre. Alors, là aussi, on a toujours ce même choix. Est-ce qu'on choisit un modèle additif ou est-ce qu'on choisit un modèle multiplicatif? Quel est le plus pertinent? Il n'y a pas de vérité absolue, c'est une question de modélisation.
On a l'impression que si on a une série qui a une tendance, d'accord, et qu'on l'observe sur le long terme, quelque part, les coefficients saisonniers vont être certainement proportionnels au niveau des prix eux-mêmes ou au niveau de la variable elle-même. Dans ce cas-là, c'est le modèle multiplicatif qui est le bon. Okay, mais après tout, dans la courte période, si la croissance n'est pas très très forte, ce qui va être le cas dans ce qu'on va montrer ici, on peut se contenter de faire le plus simple, c'est-à-dire un modèle additif. Donc là aussi, c'est un choix de modélisation. Vous voyez bien que la différence entre l'additif et le multiplicatif, c'est que si vous avez une variable qui croît et que vous considérez un modèle additif, le risque que vous prenez, c'est d'avoir une forme d'amplification de la composante au cours du temps, et donc elle se met à exploser. Et si vous la modélisez de manière additive, vous la modélisez mal. C'est exactement ce qu'on avait vu sur le cycle. C'est une question pragmatique. La saisonnalité, elle peut être vue soit comme un écart absolu, soit comme un écart relatif. Bien sûr, cette saisonnalité, elle vient s'ajouter à ce qu'on a déjà vu par ailleurs, la tendance, le cycle et la saisonnalité. Donc on y va. L'exemple qu'on prend pour ça, c'est l'exemple du prix de la pomme. Donc, je suis allé sur le site de l'INSEE jusqu'en septembre 2019. C'est des données mensuelles, d'accord? Il y a 12 mois dans l'année, comme vous le savez. Elles ne sont pas corrigées des variations saisonnières. Et donc, chaque année, on a 12 prix de la pomme, depuis 1998 jusqu'en septembre 2019. C'est la dernière donnée disponible. Donc ça part de 1,75 €, cet ordre-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est autour de 2,90 € à peu près. C'est moins de 3 € le prix de la pomme. Ça correspond à ce que vous payez en supermarché pour une pomme. Vous voyez que ce que vous caractérisez, c'est que bien sûr, il y a une forme de tendance. Les prix ont augmenté. Il n'est pas très évident, en regardant le dessin, que les prix ont augmenté de manière exponentielle, c'est-à-dire un peu constant. C'est très bien que le prix de la pomme a augmenté un peu comme l'inflation, le niveau général des prix. Et maintenant, il peut y avoir des effets spécifiques aux pommes. On a l'impression que quelque part, ça augmente, mais relativement mollement. D'accord ? Je ne suis pas sûr que dessus, on devrait mettre une tendance exponentielle. C'est pas ce qu'on va faire d'ailleurs. Et puis après, la deuxième caractéristique que vous voyez, c'est que bien sûr, chaque année, le prix de la pomme atteint un maximum. Chaque année, pareil. Il atteint un maximum à un certain mois qui est le mois d'août. Pourquoi? Parce que la pomme se récolte de manière saisonnière, en septembre, octobre, je ne sais pas si c'est septembre. Et puis de la même manière, vous voyez qu'après avoir atteint ce maximum, le prix de la pomme chute. Alors, bon, il y a des moments où voilà, ça chute assez vite, en fait. Dès que les nouvelles pommes, la nouvelle saison arrive sur le marché, le prix de la pomme perd un certain montant. Et décrire des saisonnalités, c'est précisément essayer de reproduire ces mouvements systématiques qui, au gré des saisons, au gré des mois ici, affectent la série. Bon, évidemment, il y a des exceptions, et qu'en 2013, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être lié à des problèmes climatiques ou d'autres problèmes, le prix de la pomme a atteint des sommets, toujours le même mois, mais de manière complètement disproportionnée, avec une chute encore plus énorme. Donc bien sûr que l'évolution saisonnière elle est là, mais il n'y a pas qu'une tendance et de la saison là-dedans. Il y a aussi certainement des extrêmes, des chocs, des cycles qui affectent le prix des pommes. Et nous, ce qu'on veut, c'est essayer de décrire le prix de la pomme à chaque date comme étant la pomme PT, comme pomme, comme prix, comme étant l'addition de 3 composantes. Je vais faire un modèle, on va décrire un modèle additif. On va voir si on est content de ce modèle, si lorsque on passe le filtre, on est assez content, et donc l'idée, ce serait de repérer la tendance, repérer les saisonnalités, et bien sûr, ce qui n'est ni dans la tendance ni dans les saisonnalités, c'est la composante résiduelle. Ce qui reste, qu'on n'a pas enlevé, c'est le cycle. Donc bien sûr que, si vous regardez le prix de la pomme ici en 2013, bien sûr que la pomme et la saisonnalité, c'est moins que c'est un maximum. Bien sûr qu'il y a la tendance, parce que le niveau des prix à ce moment-là est plus élevé au début, donc ça augmentait. Et il y a aussi un facteur certainement qui a poussé le prix de la pomme au-dessus de ce qui aurait pu être historiquement à ce moment-là. C'est pas le cas. Donc on a cette évolution régulière. Comment alors j'ai mis sur le site, sur le pays, j'ai mis en même temps le fichier, il est là, d'accord, qui correspond à tout ça. Donc, tout ça, ce sont les données de la pomme. Je vais les chercher sur l'INSEE.
C, vous voyez, c'est en 2019. Donc tout ça, c'est le prix de la pomme. Et puis après, j'ai un autre onglet qu'on va se servir, dans lequel je fais plein de calculs pour montrer mon modèle. Et c'est ce qu'on va nous discuter. Il y a quelque chose qui peut assez vite vous convaincre du fait qu'il y a une saisonnalité, c'est ce dessin-là, celui-là, je vais vous le commenter tout de suite. C'est quoi ce dessin-là, celui-là? C'est simplement le prix de la pomme entre 1998 et 2019. On doit avoir 21 données à peu près, donc il y a 21 ans. Et chaque série correspond à un mois de l'année. Chaque série correspond à un mois de l'année. C'est pour ça qu'ici, il y a une espèce de truc un peu compliqué où il y a 12 séries. Et s'il y a une saisonnalité, ça veut dire que s'il y a vraiment une saisonnalité très très dure, ça veut dire que ces courbes ne se croiseraient jamais. Ça serait le mois d'août, par exemple. Vous voyez, c'est la courbe, bon, la voie est un peu en jaune fluo, là, d'accord, celle-là, ok. Vous voyez, cette courbe-là, c'est tout le temps là où le prix de la pomme est à son maximum. C'est le mois de février. D'accord? Je vois c'est 1, c'est 2. Ah non, c'est le mois d'août, pardon. Parce que c'est là, le février, là. C'est le mois d'août, c'est 8. D'accord? Et vous voyez que ça ne manque pas, hein. C'est toujours le cas. Enfin, peut-être qu'il y a une exception. Mais c'est tout le temps, ce mois-là, que le prix de la pomme est à son maximum. Et de la même manière, après, vous pouvez regarder ce qui se passe en septembre, en octobre. Octobre, c'est en bleu, vous voyez que c'est là. En bleu, c'est toujours très bas. D'accord? Où je vais citer le mois de février. Et que le mois de février, ici, il est en vert. Bon, il faut regarder après précisément, hein, mais c'est une forme de diagnostic. S'il y a une saisonnalité, logiquement, s'il y a beaucoup de saisonnalité, vous devriez presque arriver à une forme de parallélisme de ces courbes, sans qu'elles ne se croisent jamais, indiquant simplement que le prix de la pomme atteint toujours son maximum à un mois donné de l'année, quelle que soit la période, quels que soient les 20 ans qui sont écoulés, c'est toujours au mois d'août que c'était le plus élevé, ou au mois de septembre, on ne sait plus, au mois d'août, d'accord. Et puis le minimum, lui, il est atteint après la récolte, typiquement au mois de décembre, au mois de novembre. Okay. Et évidemment, ces courbes, en fait, elles se croisent. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres influences que les saisonnalités, il y a des cycles qui viennent perturber. Mais globalement, en regardant ça, on a un petit soupçon. Enfin, on a un soupçon, on l'a déjà vu sur le dessin qui est là, hein, d'accord. Sur ce dessin-là, on a l'impression qu'il y a une saisonnalité. Et la meilleure manière de le voir, ce serait peut-être de faire ça. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un travail un peu fastidieux. Simplement, il faut reprendre ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire reprendre les pommes, et puis mettre les 12 mois de l'année sur une colonne, et puis en ligne, mettre toutes les années. D'accord? Et chacune des séries que je vais représenter ici, c'est précisément une série classée à l'horizontale comme ça, pour pouvoir représenter ces courbes qui chacun représente le prix de la pomme en 2017 au mois de septembre, et en 2018, en 2016, etc., pour pouvoir bien mettre en avant ce parallélisme. Donc on soupçonne une saisonnalité. Donc si on soupçonne une saisonnalité, autant essayer de la traiter. D'accord? De toute façon, si la saisonnalité n'est pas là, on ne va pas la retrouver, on ne va pas la voir. D'accord? Donc nous on fait comme si elle était là, et on essaie de la traiter sérieusement. Comment tenter de la repérer? D'abord, on l'a écrit tout à l'heure, le modèle qu'on cherche à estimer, c'est un modèle dans lequel le prix de la pomme se décompose entre une tendance, une saisonnalité et un cycle. Donc, si on veut réussir à déterminer ce qu'est la saisonnalité, ce qu'est la tendance, ce qu'est la saisonnalité, etc., il faut d'abord commencer par enlever la tendance, repérer la tendance, pour ensuite pouvoir décomposer l'écart à la tendance entre une saisonnalité et un cycle. On est d'accord que si on obtient la tendance, ce qui est à gauche ici, c'est l'écart absolu à la tendance, si je suis dans un modèle linéaire, donc c'est, je ne sais pas, 33 centimes, c'est la valeur de l'écart à la tendance, et essayer de repérer quand cet écart à la tendance correspond à une saisonnalité, ce qui correspond à un cycle. Donc la première étape qu'on doit faire, c'est avoir une estimation raisonnable de la tendance, estimation mathématique de cette tendance.
Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme méthode? On a vu deux méthodes, principalement. On a vu les moindres carrés et les moyennes mobiles. La moyenne mobile, elle est calculée à partir d'Excel, en cherchant à ajuster, les moindres carrés, calculés à partir d'Excel, en cherchant à ajuster une tendance, d'accord, exponentielle, linéaire ou autre, de manière à minimiser l'écart entre la tendance qu'on est en train de chercher et le niveau de la série pris au carré. L'écart au carré de ça. Donc, c'est chercher la droite des moindres carrés. Donc, pour le faire, on l'a déjà vu sur Excel comment vous pouvez le faire. On prend la série, elle est ici, ou là. Voilà, je vais vous dire de la salir. Et voilà, vous cliquez dessus, ce que je viens de faire, sur cette pointille-là. Et là, vous avez ajouté une courbe de tendance. J'ajoute la courbe de tendance. Il me demande ce que je veux. J'essaye. Je dis, bah tiens, tendance linéaire. Et boum, vous voyez, il m'a mis une petite tendance linéaire. D'accord? Et c'est comme ça que j'ai trouvé la tendance. Simplement en cliquant 3 fois sur Excel. Cette tendance, elle est ici. D'accord? C'est la même série. Comme ici, j'ai pris en gras, je n'ai pas voulu tout casser ce que j'ai fait. Donc, on peut aussi l'avoir là. Et cette tendance, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance qui vous dit que si vous la regardez d'abord, vous voyez que. Est-ce que c'est une bonne manière de représenter le long terme de la série? Ça serait une croissance dans laquelle chaque mois, le prix de la pomme depuis 30 ans, vous voyez, ça c'est la pente de la tendance, c'est 0,038. Ça veut dire que chaque mois, le prix de la pomme prend 0,38 centimes d'euros. Pourquoi pas, hein? Donc, au bout de 12 mois, ça fait 5 centimes ou 6 centimes d'euros. Voilà, c'est juste ce que ça indique, hein, 0,0038. Chaque mois, le prix de la pomme augmenterait en moyenne de 0,4 centimes d'euros. 0,38 centimes d'euros. 0,0038 euros. Okay? Donc ça serait une évolution arithmétique en partant d'un niveau initial qui est de 1,7636 centimes d'euros. Est-ce que cette tendance me satisfait? Moi j'ai envie de répondre oui, j'ai pas envie d'aller en chercher une autre, parce que ce que je trouve, bon, évidemment, c'est fait pour ça, ça passe au milieu du nuage de données. Évidemment, c'est comme ça qu'elle est calculée, il ne faut pas se laisser avoir. Mais quand on regarde, on n'a pas l'impression notamment qu'il y a des phénomènes. Évidemment, il y a des endroits où il y a des cycles plus extrêmes. Mais si vous regardez par exemple le début ici, et puis la fin là, en termes de cycle, en termes de ce qui reste, de ce qui est autour de la tendance, on a l'impression que c'est raisonnable. C'est pas quelque chose qui explose, ou voilà. Et si ça avait été quelque chose qui explose, bah, peut-être que j'aurais donné une tendance exponentielle. Mais la réalité, c'est que le prix de la pomme n'a pas augmenté à taux constant depuis 2000. Il a augmenté plutôt presque de manière arithmétique. Donc autant faire une tendance linéaire, c'est assez simple à comprendre. Une fois que j'ai ça, d'accord, ça définit ma tendance. Donc c'est clair. Dans la série qui est ici, ce qu'il faut que j'enlève, ce serait mieux que ça ne dise pas, je ne fais pas ça avec mon écharpe un peu. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que je prenne à toutes les dates le prix de la pomme, PT, et que je lui enlève la tendance. C'est-à-dire, ma tendance, c'est 0,038 multiplié par T, plus 1,7636. D'accord? Et si je fais ce calcul-là sur Excel, j'en déduis ce qui me reste. J'ai filtré la première fois, j'en déduis ce qui doit rester, c'est X saisonnalité, on doit la retrouver, et un cycle. Ok? Donc, j'ai la valeur paramétrique de ma tendance, j'ai une équation de droite. Et c'est ça qui permet de faire le calcul. C'est exactement ce que je fais, je décris ma démarche, c'est exactement ce que je fais dans mon fichier. Ici, vous voyez, d'abord, il faut que je dise ce qu'était T, c'est l'indice, ça va de 0 à 260. Pourquoi? Parce qu'il y a combien? Il y a 23 années, ou un truc comme ça à peu près, il y a 23 années,
Donc j'ai 260 observations. Donc T va de 0 en 1998, premier mois, en janvier 88, jusqu'à 260 en septembre 2019. J'ai 260 données, d'accord? Donc je mets ici la valeur de montée, d'accord? 1, 2, première observation c'est 0, en fait j'ai 261 données, parce que, et la première c'est 0, d'accord? Donc j'ai 261 plutôt. 0, 1, 2, etc. J'ai ici le numéro du mois, le numéro de l'année, le prix de la pomme pris sur le site du lycée, et là, j'indique dans cette case la tendance linéaire. Et c'est quoi la tendance linéaire? Vous voyez la formule là-haut, on ne la voit pas très bien. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans cette case? J'ai mis égal une formule 0,038 multiplié par A4, T, 100 $, bien sûr, quand je le recopier en dessous, je vais reproduire, plus 1,7636, l'équation qui m'a été donnée par Excel. D'accord? Et donc, de cette manière-là, si je rentre cette formule-là et que je la recopie, je construis toute ma série de tendances. Ok? Et vous voyez, je peux la construire jusqu'à la fin. D'accord? Donc jusque 200, ma dernière observation c'est 260. En septembre, les prix des pommes étaient à 2,88. D'accord? Centimes d'euros. Et quand je calcule la tendance, ici, je trouve 2,7516. D'accord? Donc je suis un petit peu au-dessus de la tendance. Et ça, c'est la tendance. Et bien sûr, la tendance m'intéresse, c'est que je peux la prolonger. Parce que la droite, je peux la faire aller plus loin. La colonne qui est à côté, c'est l'écart à la tendance. Tout simplement. C'est quoi l'écart à la tendance? C'est la formule indique. C'est l'écart entre le prix de la pomme, observez, moins sa tendance. D'accord? Donc, c'est l'écart qui est entre les deux. Vous voyez, visuellement, c'est tout simple. Si vous prenez ce dessin, le dessin tel que je l'ai là, d'accord, celui-là, ok, cet écart à la tendance, c'est simplement l'écart qu'il y a entre la courbe rouge et la courbe bleue, et la courbe noire. Vous voyez, au début, vous êtes en dessous de la tendance, après, vous passez au-dessus, etc. C'est ça, c'est cet écart-là que je vais devoir encore décomposer entre une saisonnalité et un cycle. C'est ça qui est égal à ST plus CD. Ok? Par définition, de la droite des moindres carrés, c'est une propriété en fait. Par définition, la somme de ces écarts, je vais représenter ici les écarts à la tendance, d'accord? Donc, c'est l'écart à la tendance linéaire. Par définition, la somme de ces écarts somme à zéro. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, notre droite de tendance, elle est au milieu du nuage. Elle est calculée comme ça. Je ne vais pas mettre la droite de tendance trop haute ou trop basse. Excel, elle calcule de manière à minimiser le moindre carré. Et en ce faisant, elle fait en sorte que la somme des écarts, pas mis au carré, est égale à zéro. Pour passer au milieu. D'accord? Quand vous regardez les écarts à la tendance, ils sont ici. D'accord? Vous avez enlevé la tendance, donc il n'y a plus cette perturbation. Ça se dit très bien, hein. Là c'est 25, moins 0,25, c'est 25 centimes en dessous. Là c'est 25 centimes, c'est 25 centimes au-dessus. 50 centimes au-dessus, 75 centimes au-dessus, par rapport au prix moyen, qui va être autour des 2,30 € à peu près. D'accord? Et c'est par rapport à la tendance en fait. C'est bien par rapport à la tendance que j'ai calculé. Donc j'ai fait ça, et bien sûr dans cette série, là aussi, je pourrais faire le même graphique que celui-là, sauf qu'il n'y aura plus de croissance, mais j'observe bien que l'endroit où on est le plus éloigné de la tendance, c'est toujours le mois d'août. Toujours le mois d'août. Et l'endroit où on est le moins éloigné, c'est peut-être le mois de décembre ou le mois de janvier, systématiquement, c'est le mois d'hiver qui suit le mois de... Après, ça remonte au printemps, etc., etc. Donc on retrouve ce mouvement régulier. Donc, c'est cette série que je dois, maintenant sur cette série, que je dois réfléchir à la manière d'extraire la composante saisonnière. Comment je peux l'extraire la composante saisonnière? En fait, c'est assez facile quand on y réfléchit. Ce que je vois, c'est que systématiquement, au mois d'août, on est toujours d'un montant qui est au-dessus de la tendance. Donc, quand je regarde cette série, bon, évidemment, il y a des cas extrêmes, hein, évidemment, ça, ce que je peux me dire, c'est, très bien, je peux considérer toutes les données du mois d'août, ok, qui sont là, etc. C'est toujours la plus haute, hein.
mais peut-être plus ou moins élevé. Vous voyez, une année où là, c'est très très peu au-dessus de la tendance, une année où ça l'est beaucoup. Et ce que je peux faire pour calculer l'effet de saisonnalité, c'est simplement prendre la moyenne historique de ces coefficients saisonniers sur les 20 ans. En moyenne, de combien le prix de la pomme est au-dessus de cette tendance au mois d'août? En moyenne. En moyenne, sur ces 20 ans, sur ces 22 ans. Ben, c'est comme ça que je vais enlever la composante saisonnière. Je vais observer que je vais prendre tous ces chiffres du mois d'août, je vais faire pareil pour le mois de juillet, tous les mois, d'accord? Et je vais faire la moyenne arithmétique, la moyenne de tous ces écarts sur tous les mois d'août depuis 23 ans. Ok? Et évidemment, cette moyenne va être positive parce que vous voyez, c'est, à chaque fois, c'est encore plus fort au mois d'août que c'est plus élevé. Et ça ne veut pas dire que c'est tout le temps exactement la moyenne. Il y a des points extrêmes. D'accord? Vous voyez, ça, c'est un point extrême. L'année suivante, c'est un point extrême dans l'autre sens. On est tout juste un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais à peine. Okay? Et ceci, je peux le faire sur chacun des mois. Donc, comment je vais calculer ici la saisonnalité? Je pense que la saisonnalité est quelque chose d'additive, qui dit simplement, au mois d'août, le prix de la pomme est 10 centimes, ou je ne sais pas, plus que ça en fait, et 23 centimes au-dessus de sa tendance, en moyenne. On va calculer si c'est 23 ou si c'est autre chose, et je vais le faire pour tous les mois. Pourquoi il s'agit d'un modèle additif? Parce que je fais une moyenne en fait. Je le calcule en centimes. Je ne calcule pas en pourcentage. Je ne dis pas au mois d'août on est 3% ou 4% à un prix supérieur à la moyenne, à la tendance. Je fais une moyenne, mais une moyenne sur des niveaux. Donc c'est pour ça que je dis que le modèle est additif. Et ça, je peux le faire pour chacun. Comment je fais? C'est un peu lourd. D'accord? Vous voyez, je prends la série des écarts à la moyenne et je les reproduis exactement comme vous l'avez fait précédemment. C'est un peu pénible. Là, pour l'année 98, je mets tous les écarts en colonne. Donc là, j'ai 12 mois de l'année. Et ça, c'est mes écarts en 88. Ça, ce sont mes écarts en 89, en 2009, en 2001, jusqu'en 2019. Donc ça veut dire que je prends les morceaux de la série qui sont ici, j'en prends 12 consécutives, et je le colle là, 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 à la suite. D'accord? C'est-à-dire que mon grand vecteur colonne, avec 261 observations, je le transforme en des petits vecteurs avec 12 qui correspondent aux 12 mois de l'année et que je vais figurer comme ça avec sur les colonnes le numéro du mois et sur les lignes le numéro de l'année. Okay? Et ça, je fais ça pour tous les mois jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019. Ici, je suis en 2015. Et qu'est-ce que je fais après? Et bien, vous voyez que typiquement, le mois d'août, il est là, 0,1796, 0,1342, 0,1986, etc. 0,44. Bon, je ne vais pas vous les lire tous, ça va devenir un peu pénible, c'est un peu pénible. Et ce que je fais, c'est que, ici, sur le dernier, je prends la moyenne de tous ces termes. Et ce que je vais appeler l'effet saisonnier, dans ce modèle additif, vous voyez, c'est par exemple ce terme-là, au mois d'août. C'est quoi? C'est la moyenne, la formule est là-haut, des L25. L25, ça correspond au mois d'août, 25, et c'est cette colonne-là. Et L jusqu'en 2019. D'accord? J'ai 23 ou 24 années, et je calcule la moyenne. Et cette moyenne, je trouve qu'elle est de 24 centimes. D'accord? Donc, en moyenne, depuis 20 ans ou 22 ans, le prix de la pomme au mois d'août est 24 centimes au-dessus de sa tendance. Ok? Et évidemment, je peux le faire pour chacun des mois. Donc vous voyez, le mois dans lequel la saisonnalité est la plus grande, où le prix de la pomme est le plus bas, c'est le mois de février. Moins 12 centimes. Moins 12 centimes en moyenne. Bon, vous voyez, novembre est à moins 12 centimes, décembre est à moins 8 centimes. Enfin, bon, après, ça va être proche. Ce que je cherche juste à vous montrer, c'est la logique qui consiste à repérer un caractère systématique, un écart à la tendance qui est lié au mois de l'année, d'accord, et que je suis capable de calculer. Évidemment, une propriété mathématique importante, ou intéressante, c'est que n'oubliez pas que les écarts à la série sont de moyenne nulle. Si vous sommez tous les écarts à la série,
d'accord, vous obtenez quelque chose qui est égal à 0. Et donc, par construction, je ne vais pas chercher à démontrer, mais je pense que ça veut bien se comprendre de manière intuitive, la somme des coefficients saisonniers devrait être proche de 0. D'accord? Si au mois d'août on est à 24 centimes au-dessus, si au mois de janvier on est à moins 1 centime, il faut un moment qu'il y ait autant de mois qui soient au-dessus qu'en dessous. Sinon, une calcul, c'est pas une saisonnalité, c'est pas un effet en plus. D'accord? Ça, c'est possible parce que ma tendance a été calculée par les moindres carrés et qu'elle a été faite justement de manière à ce que les écarts, que vous les preniez par mois ou pas par mois, soient toujours à 0. Donc quand on fait la somme des coefficients saisonniers, la somme des coefficients saisonniers, c'est une somme par mois sur les choses qu'on a sommées sur une année. En fait, on fait une espèce de double somme, et ça somme à 0. Donc, mathématiquement, les coefficients saisonniers, ils indiquent l'écart à la tendance, et la somme de ces coefficients saisonniers est égale à 0. Ok? Qu'est-ce que ça donne? Ben, je vais calculer ici. Ils sont là, d'accord? Alors, j'ai calculé leur moyenne est donc presque 0, parce que c'est ça mon propriété. Bon, il y a une petite subtilité, c'est que n'oubliez pas que nous sommes au mois de septembre, je garde les données jusqu'au mois de septembre, et que donc, si les données sont disponibles depuis le 1er janvier 1998, pour les 9 premiers mois de l'année, je crois 23 années, alors que pour les 3 derniers mois de l'année, je n'ai que 22 années. Parce que je ne connais pas le prix de la pomme en octobre aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui il est connu, mais je vais regarder. Donc sur octobre, novembre, décembre de la dernière année, je n'ai pas toutes les données. Quand je fais la moyenne, vous voyez là, c'est une moyenne qui est faite sur toutes les observations, puis à partir de septembre, ça va de L25 à G25, et à partir de septembre, ça va uniquement jusqu'à AF27. C'est-à-dire que ça s'arrête une ligne avant, une colonne avant, simplement parce que je n'ai pas toutes les données. C'est pas très important, juste, c'est pas ça qui va changer fondamentalement le résultat. Donc, les coefficients sont quasiment à 0, d'accord? Je le vérifie ici, ça vaut 0,00, ça vaut 0,2 centimes. Approximativement, c'est juste. Et je peux représenter ces effets saisonniers. Qu'est-ce qu'ils ont? Ben, voilà. C'est ça mes effets saisonniers. Là, je vais représenter ces coefficients. J'ai les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, j'ai 12 mois, d'accord? Et là, sur ce dessin-là, j'ai juste indiqué la valeur du coefficient. Donc effectivement, comme je vous disais, c'est en février que c'est le plus bas, moins 12 centimes. Et puis, c'est en août, 25 centimes, que c'est le plus haut. Ok? Et globalement, logiquement, il y a autant de surface qui est en dessous que de surface qui est au-dessus. D'accord? C'est fait de cette manière-là. C'est construit de cette manière-là. C'est un résultat mathématique. Parce que je fais une moyenne sur les années chaque mois. Okay? Quand je somme toutes ces moyennes, j'obtiens quelque chose qui est la moyenne sur tous les mois depuis la nuit des temps. Et comme c'est des écarts à la tendance, c'est la moyenne qui est égale à 0. Donc c'est fait, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, voilà, c'est ça ma saisonnalité. Donc ici, ce que j'ai déterminé, c'est la composante saisonnière, le ST. Comment je fais? J'ai enlevé la tendance, j'ai regardé l'écart à la tendance, et dans l'écart à la tendance, j'ai essayé de repérer un mouvement systématique qui correspondait à chacun des mois de l'année, que j'ai vu de manière additive, comme étant 15 centimes de plus, 10 centimes de plus. J'ai pris la moyenne sur tous les mois, et comme ça, j'ai réussi à repérer ce qui correspondait à quelque chose qui est systématique dans ce mois-là. C'est ça. Et ça, chaque année, ça se reproduit. L'hypothèse que je fais, c'est que la saisonnalité, c'est ça. C'est comme ça que je le définis. Chaque année, ça se reproduit à l'identique. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à la tendance pour faire bouger la série. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, j'ai réussi à, on peut l'écrire de plein de manières différentes, mais on peut l'écrire là. J'ai réussi à repérer. J'ai réussi, ça c'est bon, je sais ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est, d'accord?
Ok? Et maintenant, bah, j'ai un peu terminé mon travail, enfin, d'une certaine manière. Vous voyez que ce qu'on appelle la série, voilà, corrigée des variations saisonnières, CVS. C'est quoi cette série? C'est la série dans laquelle on enlève la saisonnalité. Ça, c'est la série corrigée des variations saisonnières. D'accord? Le cycle de la pomme, c'est quoi par définition? C'est la valeur moins la tendance plus la saisonnalité. D'accord? Puisque c'est ça le sens de la décomposition, c'est un modèle additif. Donc on est d'accord que si vous faites la différence entre le prix de la pomme, que vous enlevez la tendance, que vous enlevez la saisonnalité, ce qui reste, c'est ce que vous n'avez pas enlevé, c'est le cycle. Je ne sais pas ce que c'est, on va le regarder, on va le voir, on va l'identifier. Donc voilà, j'ai défini la série corrigée des variations saisonnières, je suis capable de la calculer puisque je connais mon ST. Mon ST, il se reproduit de la même manière tous les ans. C'est mes coefficients saisonniers. Ou ma saisonnalité, d'accord? Je le remets tous les ans de la même manière. Je peux déterminer le cycle, d'accord? Et donc, j'ai effectué ce travail. Quelle tête ça a? Qu'est-ce que ça donne? Ben, regardez. C'est sur ce dessin-là. Ah oui, alors c'est pas très beau, on va essayer de mettre une couleur plus attrayante. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Mettre en forme une série de données. Couleur du trait. C'est pas beau cette couleur, on voit pas très bien ce que c'est. Le rouge, je l'ai déjà utilisé. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre une couleur qui flash un peu. Jaune. Qu'est-ce que vous voulez voir? Bon, je vous laisse choisir la couleur. Donc voilà, bleu foncé comme ça. Ouais, c'est pas mal. On va voir si on voit. Ok. Ok, ouais, c'est bleu. D'accord? On peut aussi un peu l'agrandir, on peut voir encore mieux. Bon. La courbe en rouge, prix de la pomme. La courbe en noir, tendance. La courbe en bleu, c'est quoi? C'est la tendance plus la saisonnalité. Vous voyez, la saisonnalité, elle est un peu stupide, la saisonnalité. Elle se reproduit d'année en année, elle est au-dessus. Vous voyez, c'était ma courbe là, comme ça, d'accord? Donc, chaque année, je la fais se reproduire. Donc, évidemment, chaque année, j'ai exactement ce petit mouvement là. Vous voyez, là, il y a une espèce de petit truc à chaque fois qui se revient chaque année. Pourquoi? Parce que la courbe bleue, c'est la tendance plus la saisonnalité. Ok? L'écart entre la courbe bleue et la courbe rouge, c'est ce que j'ai appelé le cycle. D'accord? Le cycle, c'est le fait que, par exemple, cette année-là, on a vu que là, ça explosait complètement. Et effectivement, le prix de la pomme, il aurait dû être là, il est là. Ok? Donc, c'est lié au cycle de la pomme. La série CVS, je ne l'ai pas vraiment représentée. J'aurais pu la représenter. Pour faire la série CVS, il suffit de faire le prix de la pomme moins la saisonnalité. Je ne l'ai pas fait. Donc, vous voyez que de cette manière-là, j'ai terminé en fait mon travail. J'ai réussi à faire cette décomposition. Quel est le... Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que quand vous décomposez une série, il ne s'agit pas juste de dire voilà, la saisonnalité s'étend, le truc. Il faut regarder ce qu'est le cycle. Qu'est-ce qui reste dans le cycle? Et c'est mon dernier dessin qui est là. Maintenant, il faut que je fais ça. Je peux très bien calculer l'écart entre la courbe rouge et la courbe bleue. L'écart entre la courbe rouge et la courbe bleue, c'est le cycle de la pomme. C'est YT, prix de la pomme, moins la tendance, moins la saisonnalité. Donc c'est ce qui me reste. C'est effectivement des années un peu étranges, là où c'est pas des trucs, là vous voyez, c'est pas très clair ce qui se passe. C'est des années où ça colle pas très très bien, d'accord. Il y a des années où on a l'impression, dernièrement ça colle pas mal. Hein. Vous voyez que l'autre jour j'ai ajouté les 12 derniers mois par rapport à vos collègues de l'année dernière. Vous avez vu comme
au cours des tout derniers mois, on est complètement dessus, hein, d'accord? Alors qu'il y a des moments où on a des décalages, des décalages sont importants. Là, depuis 12 mois, je ne sais pas pourquoi, on est presque dessus. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le cycle de la pomme, il est presque à zéro. D'accord? Et effectivement, c'est ce que je mets là. Le cycle de la pomme, je l'ai calculé en regardant, en faisant la différence entre les deux. D'accord? C'est quoi ce cycle de la pomme? C'est ce qui n'est ni dans la tendance, ni dans la saisonnalité. C'est le reste. Donc il vient d'où? Aléa climatique. Je ne sais pas. Peut-être que là, effectivement, on a bien vu. Il y a un truc très spécial qui a fait qu'on a été 65 centimes au-dessus du prix normal de la pomme. Mais il y a eu aussi des bas, d'accord? Alors peut-être que les cycles de la pomme sont asymétriques, il y a plus de haut que de bas, ou en moyenne, et là aussi c'est une probabilité qui est très importante, il faut que ce cycle de la pomme soit distribué autour de 0. D'accord? Si le cycle de la pomme c'est toujours à 40 centimes au-dessus ça va pas, d'accord? Il y a autant de fois où on est au-dessus qu'en dessous. Toujours de la même manière, la moyenne du cycle de la pomme doit être égale à 0. Doit être égale à 0. C'est le cas ici, parce que la tendance est celle des moindres carrés. Donc, vous voyez que, effectivement, ce que je vous disais, c'est qu'au cours de la dernière année, en 2019, vous avez vu, hein, on est presque à 0 là. Il ne se passe pas grand-chose. On est tout proche de 0. Donc c'est pour ça la courbe, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Ici, la courbe rouge et la courbe bleue sont très très près les unes des autres. Donc évidemment, ce qu'on retrouve ici, c'est un écart qui est plus petit, alors qu'il y a d'autres situations avec un écart qui est beaucoup plus important. Pourquoi on peut appeler ça un cycle? On peut appeler ça un cycle ou une composante résiduelle. C'est aléatoire, c'est pas très bien d'où ça vient. Vous allez vous dire, bah oui, là, il y a certainement quelque chose qui est aléatoire, une crise climatique. Je sais pas, une épidémie sur le champ de porc, ou une récolte qui n'a pas été faite, ou du gel au printemps. Je sais pas, je suis pas un spécialiste du marché de la pomme. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des épisodes durant lesquels, qui peuvent durer 5 ans, par exemple ici, d'accord, 5 ans, durant lequel le prix de la pomme est au-dessus de cette tendance. Ici, je ne sais pas si c'est vraiment... Et puis, il y a d'autres épisodes dans lesquels peut-être sont plus courts, ce serait des cycles asymétriques, durant lesquels le prix de la pomme serait en dessous de cette tendance. Mais l'idée qu'il y ait des cycles, c'est ça, c'est que, on va dire que c'est un cycle, d'un point de vue économique, lorsque c'est persistant. D'accord? Si c'est tout le temps comme ça que ça bouge, c'est un résidu. Et ici, vous voyez qu'on dirait qu'il y a des périodes longues, de 5 ans, relativement régulières, durant lesquelles le prix de la pomme est un peu au-dessus. C'est juste du diagnostic, c'est pas un test formel. Mais ça pourrait vouloir dire qu'il y a une espèce de prix de la pomme. Il y a un cycle du prix de la pomme. Sur la plupart du marché agricole, il y a des cycles, notamment qui sont liés au temps qu'il faut pour qu'un pommier récupère de l'argent. Et des pommes. Quand vous plantez un pommier, vous le plantez l'année 0, d'accord, et il va commencer à donner des pommes 5 ans après. Donc, il y a toujours une documentation de cycle agricole, parce que les gens plantent des pommes parce que le prix des pommes sont élevés, et le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de vous répondre à cette demande, ils vont répondre 5 ans après. Donc, évidemment, vous voyez que par cette dynamique-là, si vous plantez des pommiers lorsque le prix des pommes est élevé, 5 ans plus tard, ça donne des pommes, et là, il y a un pomme sur le marché, ça fait baisser les prix. Donc il y a toujours un retard qui a été très documenté sur les marchés agricoles. Peut-être que c'est ça qu'on observe. Je ne sais rien, je ne suis pas là pour faire un cours d'économie de l'agriculture ou de prix agricole. Mais on a bien récupéré quelque chose qui aussi peut avoir un intérêt en termes d'analyse économique. D'accord? Vous voyez, en fait, on a appris la tendance. La tendance, c'est intéressant. Est-ce que le prix de la pomme augmente tout le temps que l'inflation ou pas, etc. Il y en a qui sont comme ça. Et puis après, on a enlevé la saisonnalité, ça semblait être un peu technique. C'est ce qu'on a fait là. D'accord? C'est pas passionnant. On l'a fait. Et finalement, si on a fait tout ça, c'est notamment pour récupérer ça, le cycle. Pour récupérer le cycle. Mais, et c'est ce qui va achever après la pause, ce que je vous explique, si on fait tout ça, c'est pas simplement pour réfléchir au cycle,
c'est pour essayer de prévoir le prix de la pomme. Et si vous cherchez à prévoir le prix de la pomme, c'est quoi le prix de la pomme que vous allez prévoir? Vous allez prolonger la tendance, d'accord? Chaque année, ça augmente de 0,4 centimes. Chaque mois. Donc le prix de la pomme, il augmente de 0,4 centimes. Donc en octobre, il sera logiquement 0,4 centimes plus élevé qu'en septembre. Et attention, il faut que vous ajoutiez la différence de l'effet saisonnier entre septembre et octobre. Donc, si vous voulez pouvoir prévoir le prix de la pomme demain, il faut que vous teniez compte de deux composantes, au minimum, la tendance et la saisonnalité. Le cycle, lui, qu'est-ce qui va être demain le cycle? On n'en sait rien. D'accord? Si on le voit comme une composante résiduelle, on se dit bah, c'est zéro. Et donc, vous voyez qu'avec ce qu'on a fait, on est aussi capable de prévoir le prix de la pomme en tenant compte de la tendance et de la saisonnalité. Donc la courbe bleue, c'est aussi la courbe des prévisions, si vous voulez. Ok? Puisqu'elle intègre à la fois la tendance et à la fois le mouvement régulier de saisonnalité. Et si on voit aller au-delà, on pourrait même être capable de faire plus sophistiqué, de dire ah oui, mais comme on observe que quand on est en cycle haut, on a tendance à y rester. Donc si aujourd'hui on est en cycle haut, si on est là, à demain, on ne va pas repasser là. On va rester tout près. Bon, aujourd'hui c'est pas très pertinent parce que vous voyez, il y a un malin qui peut dire ce qu'est le cycle de la pomme aujourd'hui, d'après mon analyse. Pour ça, il faudra attendre l'année prochaine où on aura un an de prix de la pomme de plus si je suis encore sur le cours. Ou si je prends un autre exemple, parce qu'à un moment où je prends à l'examen, j'aime bien prendre des exemples avec le cabillaud ou la morue. Le cabillaud et la morue, c'est pareil. Si vous regardez le prix des poissons, vous avez exactement le même genre de phénomène. C'est très saisonnier, d'accord? Puis il y a une tendance, vous pouvez faire ça aussi sur les poissons, sur plein de choses. Vous pouvez réfléchir à ça. Je pense qu'il y a une partie là-dessus. Donc, je vous propose qu'on fasse la pause et on se retrouve dans 5 minutes. Le fil de ce que je disais. Je disais ce qui est intéressant. Alors, il y a une question qui m'a été posée à la pause. Il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre. Et peut-être que je n'ai pas été assez clair là-dessus. C'est que quand vous estimez une tendance linéaire ici, d'accord, par les droites même endroit carré, la droite, elle se positionne de manière à minimiser le carré des écarts, d'accord, mais elle va se positionner au milieu de la série. La tendance, elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous. Elle transperce la série. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, mathématiquement, quand vous minimisez le carré, ben, la première condition qui apparaît, c'est de dire que la somme des écarts doit être égale à 0. On est autant de fois au-dessus qu'en dessous. D'accord? Si ce n'était pas le cas, ça serait pas la tendance. C'est pas quelque chose qui serait une tendance qui serait trop basse. D'accord? Donc la tendance, elle est exactement à son niveau lorsque la somme, ici, somme à 0. C'est le cas. D'accord? Et c'est même comme ça que j'ai choisi le 1,7636. D'accord? On l'a choisi de manière à ce que la somme de tout ça soit égale à 0. Donc la somme du carré des écarts est égale à 0. La somme des écarts, à la tendance, est égale à 0. Donc évidemment, quand on fait la composante saisonnière, en prenant la moyenne de ces écarts par mois, j'obtiens mes effets saisonniers. Et vous voyez que quand je fais la moyenne de la moyenne des effets saisonniers, j'obtiens 0. Puisque la moyenne de la moyenne, c'est précisément la somme de ces écarts. Je fais la moyenne en ligne, et après je fais la moyenne en colonne. Ok? C'est comme si, je sais pas, je numérotais tous les étudiants de 1 à 30, répartis dans 34 groupes de TD, je faisais la moyenne des étudiants numéro 28 dans tous les TD, et après je faisais la moyenne sur tous les TD de tout ça. Donc tiens, la moyenne des TD, d'accord? La moyenne de la moyenne, c'est la moyenne. Et donc, quelque part, les effets saisonniers, c'est pas quelque part, ils sonnent à 0. Donc de la même manière, si vous avez accepté cette logique-là, mon cycle également va sonner à 0. Et ce que vous voyez en bleu, bah, évidemment c'est la tendance, plus systématiquement le petit effet saisonnier que j'ajoute, la petite courbe que j'ai mis au-dessus,
que j'ajoute année après année. C'est celle-là, cette petite courbe. D'accord? C'est celle-ci. Je la vois plus là. Et c'est celle-là. D'accord? Cette petite courbe que j'ajoute d'année après année, chaque fois. Maintenant, comment peut-on faire de la prévision? Donc, imaginez que je suis en septembre 2019, je suis là, d'accord, je suis au bout, et je cherche à prévoir le prix de la pomme pour octobre. 1, je prolonge la tendance. 2, j'ajoute l'effet saisonnier. D'accord? Donc, faire une prévision, c'est, vous avez toutes les composantes, la tendance, les saisonnalités, le cycle. Là, le cycle, par définition, presque, il n'est pas prévisible, c'est pas où on va, d'accord? Par contre, ce que l'on maîtrise bien, c'est la tendance, on peut la prolonger, on peut prolonger cette droite, et ce qu'on maîtrise bien, c'est ce petit morceau qui fait que ça va redescendre là. C'est ce qui s'est passé chaque année. Et donc, pour faire la prévision, pour le prix de la pomme en octobre, c'est ce que je fais ici, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Le dernier prix connu de la pomme, c'est 2,88 € en septembre. D'accord? Et bien, ce que je peux faire pour calculer la prévision du prix de la pomme en octobre, c'est que je peux prendre la tendance en octobre, 2,75, et lui ajouter quoi? Lui ajouter l'effet saisonnier d'octobre. Et l'effet saisonnier d'octobre, c'est combien ça? C'est 4 centimes. Ah non, c'est, pardon. L'effet saisonnier d'octobre, c'est moins 0,4 centimes. D'accord? Puisqu'en octobre, on sait que les prix tombent parce que les premières pommes arrivent sur le marché. Donc, la saisonnalité d'octobre, c'est moins 4 centimes. D'accord? Celle de novembre, c'est moins 6 centimes et celle de décembre, c'est moins 12 centimes. Donc, pour trouver la prévision du prix de la pomme, je prends juste la valeur de la tendance en octobre, j'enlève l'effet saisonnier, d'accord, et je trouve une prévision qui est que le prix de la pomme sera de 2,67 €. Je suis pas trompé là, donc j'ai un petit doute, ouais. Je trouve que c'est mes données qui sont là, d'accord, je prends 2,75 centimes, qui est la tendance, je lui enlève 8 centimes, parce que je sais qu'en octobre, je suis en moyenne 8 centimes en dessous de la tendance, et j'obtiens une prévision qui est de 2,67 € pour le mois d'octobre. Si je veux faire la même chose pour le mois de novembre, je prends le niveau de la tendance en novembre, ça va juste augmenter de 0,4 centimes, donc quasiment rien, hein, d'accord, ça augmente tout doucement, et je lui ajoute, en fait je lui retranche l'effet saisonnier qui fait que le prix de la pomme prévue pour novembre est de 2,65 €. D'accord? En faisant ça, j'ai fait comme si le cycle n'existait pas. Ok? Donc bien sûr que le cycle existe, bien sûr que c'est pas ça le cas qu'on va trouver, mais on ne devrait pas être très très éloigné de ça. Donc pour le faire, chaque année, c'est... Voilà, donc là j'ai tous les transparents, tout ce que je viens de vous expliquer. Ok? Je suis tombé, j'ai mis. Ça, c'est bien pour 2019. Hein. D'accord? 2,61, 2,57. D'accord? Et là, je fais la prévision d'octobre, je trouve 2,67 avec la technique. Maintenant, je peux aller regarder sur le site de l'INSEE si je ne me suis pas trop trompé. Évidemment, je vais toujours me tromper. Parce que, évidemment, le cycle ne sera jamais à 0. D'accord? Donc, vous avez compris comment je fais pour faire de la prévision. Pour faire de la prévision, je prends les deux composants que je connais, la tendance et la saisonnalité, pour faire une prévision du prix de la pomme au mois suivant, ou dans 1 an, ou dans 5 ans. D'accord? Et c'est pour ça que je fais tout cet exercice. Tout cet exercice, je l'ai fait pour fournir ce chiffre à la fin, lié à une modélisation du prix de la pomme. Bon. Ok. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Je ne vais pas revenir sur les transparents.
Les transparences, c'est exactement ce que c'est écrit, hein, c'est la même chose. Vous pourrez les regarder vous-même. Moi, je vous conseille d'aller faire un tour sur mon fichier Excel. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu lourd, mais au moins ça vous montre comment je fais. Et puis, ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder, et ça c'est vrai pour chaque l'exercice, l'exercice qui ont été donnés les années précédentes dans les interrogations écrites, dans les partiels, et dont on va traiter certains en direction d'études. Donc, pour pouvoir progresser. Je termine sur ce chapitre en disant juste que j'ai considéré ici un modèle additif, d'accord? On pourrait se dire, ok, maintenant refaisons la même chose en faisant un modèle multiplicatif. D'accord? Et j'aurais presque envie de vous dire, si vous voulez faire un modèle multiplicatif, prenez, cherchez à modéliser non pas le prix de la pomme, mais le log du prix de la pomme. Faites la même démarche que vous faites sur le log du prix de la pomme. Parce qu'un modèle multiplicatif sur le niveau, c'est comme un modèle additif sur le log. Et puis évidemment, une fois que vous avez fait sur le log du prix de la pomme, comme le log du prix de la pomme, vous allez faire une prévision du log du prix de la pomme. Après, vous allez prendre l'exponentielle de cette prévision pour avoir le vrai prix de la pomme. C'est juste une manière de... Je ne vais pas le faire. C'est pas très intéressant. Il m'a semblé que le modèle additif n'était pas complètement stupide. Une des manières de dire qu'il n'est pas complètement stupide, ça serait de faire la même chose en multiplicatif et de regarder s'il y a vraiment une différence. Il y en aura certainement une. Est-ce qu'elle sera grande ou petite? Moi, quand je vois mes cycles du prix de la pomme ici, je me dis souvent peur, relativement constant, donc c'est pas complètement stupide ce qu'on a fait. Après, je crois que en DE, c'est un modèle multiplicatif. Ça doit être un peu objectif. J'ai mis aussi quelque chose que je faisais avant. Je vais laisser là tout ça, qui est un autre exemple, avec des séries fausses en fait, d'accord, où on va faire le même genre d'analyse sur des données trimestrielles. Donc, je vous laisse découvrir si vous en avez envie. Vous pouvez aussi découvrir les fichiers Excel qui sont associés, et à chaque fois on retrouve la même chose, d'accord. On a une série voilà, en écart dans lequel on a des saisonnalités, on essaie d'enlever les saisonnalités, on corrige les variations saisonnières, c'est la série rouge, c'est exactement le même raisonnement. Voilà, et on a cette décomposition, la série brute, la série tendancielle, il y a une sur la ligne sur le droit des nombres carrés, et puis en rouge, c'est la série corrigée des variations saisonnières. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a enlevé le fait que à chaque fois, c'est au 3e trimestre ou 4e trimestre qu'on fait le niveau de chiffre d'affaires maximal. D'accord? Donc, vous ferez ça en V2, si vous voulez, vous pouvez regarder cet exercice-là. Je ne vais pas refaire. Je serai toi. Ok. Ah oui. Les prévisions, là c'est pareil, là je fais encore des prévisions. On peut faire des prévisions. J'explique sur les prévisions, placer une date. Et évidemment, faire une prévision, c'est d'un côté pointer la tendance, et de l'autre côté, ajouter systématiquement la saisonnalité. C'est le morceau vert. Ça vous permet de projeter la valeur, bien sûr. Et vous voyez qu'il y a des cycles. Ici, les cycles sont très faibles. Hein. Vous voyez, la courbe rouge est relativement proche de la courbe noire, ce qui montre qu'on n'a pas beaucoup de cycles, en fait, dans la série. Bon, donc ça termine ce chapitre. Donc on va pouvoir passer au chapitre suivant, qui est donc le chapitre 4. Alors, comment on fait? Ah oui. Ah. Ok. Document. Chapitre 4. Oui, c'est pas bon. Introduction à l'analyse des variables complexes. Déjà, il y a une faute d'orthographe énorme là. Est-ce que vous avez beaucoup d'enseignants qui utilisent des stylos là comme ça? Je suis seul. Alors, bon, on va faire un petit peu de vocabulaire déjà. Donc, on va s'intéresser à
En gras, j'ai mis des éléments qui sont des éléments de vocabulaire. Donc j'étudie un ensemble que j'appelle une population. Donc la population, c'est tous les étudiants inscrits en M1 économie. Cette population est composée d'individus, c'est votre cas, ou d'unités, si jamais, je sais pas, le numéro de 1 à 1500, d'accord? Donc les unités ou les individus, c'est l'ensemble de la population. On va s'intéresser à un attribut qu'on appelle un caractère. Donc l'attribut, ça peut être votre note à la direction, à l'interrogation écrite 1. D'accord? Votre note sur 20. Ce caractère, cet attribut, donc c'est un caractère qui peut être qualitatif, la couleur des yeux, ou quantitatif, la taille en centimètres. D'accord? Tout ça, c'est du vocabulaire, on parle à chaque fois le même langage. Le caractère peut prendre différentes modalités. C'est les valeurs possibles du caractère. Les yeux brun, bleu, gris, vert. Je sais pas, sur le passeport, il y a des normes internationales qui définissent ce sont la couleur des yeux. Je sais pas comment ils font après. Ok. Donc ça, ce sont les modalités. Où on va noter les étudiants de 0 à 20. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir de note négative à l'interrogation écrite. C'est tronqué à 0, d'accord? Et c'est noté au quart de point. Donc c'est un caractère. Il y a des modalités. Et qu'il n'y a pas un nombre infini de modalités, puisque c'est noté en quart de point. Donc, toutes les modalités, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir racine de 12 à l'interrogation écrite, d'accord? Vous aurez une note de 25. Ok? Donc ça, c'est les modalités. Après, il y a quelque chose qui est plus complexe, enfin, pas forcément évident à définir, c'est les valeurs, elles peuvent être discrètes ou continues. Donc, en fait, elles ne sont jamais ni purement discrètes, ni purement continues. Si on vous demande quel est votre revenu, on va vous dire que vous allez donner votre revenu à 1 euro près, ou à 10 euros près. Si on vous demande quelle est votre note en machin, moi je mets que 2 chiffres après la virgule, j'en mets pas plus. Donc on n'a jamais une variable qui est purement continue. Si on vous demande votre taille, on va vous demander votre taille en centimètres, on va pas vous demander votre taille en millimètres, on vous disait de micron, on ne sait quoi. D'accord? Donc on est d'accord que on peut quand même appeler le revenu d'un ménage, c'est une variable quantitative que vous pouvez considérer comme continue. Même si, par la mesure de la variable, vous êtes bien obligé à un moment de dire quelle est la précision que vous attendez. Donc, c'est une variable quantitative, parce qu'elle mesure quelque chose, vous pouvez ordonner la variable, d'accord? Et elle est continue parce qu'elle est quand même mesurée en euros. Si par contre vous commencez à faire des ensembles en disant, bah voilà, il y a des gens qui gagnent plus de 10 000 euros et ceux qui gagnent plus de 10 000 euros, vous voyez bien que vous avez ce qu'on appelle discrétisé une variable continue. Vous l'avez arrangé en classe. Et c'est souvent comme ça qu'on fait. On va donner des mentions aux étudiants. Les mentions, c'est entre 12 et 14, 14 et 16 et 7 et 20. Okay, après, vous avez votre moyenne. Bon. Quelque part, en faisant des mentions discrétives, avec un choix qui est pertinent ou pas, ça vous fait réfléchir, la note que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, on a des valeurs qui peuvent être discrètes ou continues. Il y a des variables qui sont discrètes par construction. Le nombre d'enfants que vous pouvez avoir, ou le nombre de machines à laver que vous possédez, le nombre de voitures, c'est une variable discrète, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir 1,5 machines à laver dans un ménage. Une fois que vous avez défini que c'est un ménage, qu'elle soit, il y a 2 machines, il y en a une, il n'y en a pas 1,5. Donc, tout ça, c'est important aussi, de bien caractériser à chaque fois ce qu'on a. Chaque modalité ou valeur a un certain effectif. Donc ça, c'est le nombre de gens qui ont 14 à l'apéro, d'accord? 2 machines à laver, ou une certaine fréquence, si c'est mesuré en pourcentage de la taille de la population étudiée. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Ok? Donc là-dedans, j'ai introduit pas mal de mots, peut-être un peu beaucoup comme ça. Alors, simplement, voilà, on sait de quoi on parle et quand on les utilise, vous trouverez facilement vos petits en regardant ça. Je continue. On va s'intéresser précisément à les distributions statistiques à une dimension. Donc on a une population, pour la même chose, qui est composée de n unités ou n individus. Pour ça, les individus ici. Donc n, c'est la taille de la population, c'est grand N. Chaque individu possède un caractère x qui prend k valeurs discrètes. D'accord? Si il s'agit d'une valeur discrète, ok, le nombre de machines à laver, ou modalité. Vous voyez que on parle de valeur discrète quand le caractère est quantitatif et de modalité lorsqu'il est qualitatif.
yeux bleus, yeux marrons, contre le nombre de machines possédées par l'individu. Donc bien souvent, ce qu'on propose, c'est on va nous indiquer comment sont réparties la population. Donc ici, on est face à une variable discrète, ou bien qui est qualitatif, et donc nécessairement quelque chose qui est qualitatif et discret. Évidemment, la couleur des yeux, on peut définir par la fréquence en megahertz, je ne sais quoi, de la couleur qui correspond à ça. Bon, on est tous d'accord que les yeux bleus, c'est des yeux bleus. Je cherchais à dire, c'est des yeux qui ont telle fréquence, quand on la regarde, qui correspond au spectre des couleurs à telle fréquence. Donc, on va présenter souvent la distribution sous la forme d'un tableau de distribution statistique. On va mettre ici les différentes valeurs, modalités prises par la variable x. Vous voyez que x, je le mets en gras pour dire que c'est l'ensemble des valeurs possibles. Yeux verts, yeux bleus, etc. Ou une machine, deux machines, zéro machine, etc. Plus de trois machines. Des fois aussi, c'est pas très clair, on ne sait pas très bien comment on va tronquer. On ne peut pas avoir un nombre négatif de machines. Il y a peut-être des gens qui font 12 machines à laver, ou 8 machines à laver. Vous allez juste dire, vous possédez 0 machine, une machine, plus de 2 machines. Vous avez plus de 3 machines. Vous avez plus de 3 machines à laver. Vous n'allez pas rentrer dans le détail de ce qui se passe au-dessus. Donc tout ça, ça vous permet de répartir les gens en effectifs. Vous ne pouvez pas être une distribution dans 2 catégories à la fois. Soit vous avez 0 machine, soit vous en avez une. Vous ne pouvez pas avoir 0 et 1. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc si vous sommez les effectifs sur les cas classes ici, vous voyez, il y a un cas classe possible, vous obtenez la population totale. Et ça, c'est simplement les effectifs, c'est la répartition des individus parmi les modalités. Ok? Ce que j'ai mis en dessous, ce sont les fréquences. Les fréquences, c'est quoi? C'est simplement l'expression de la répartition, mais exprimée en pourcentage. Donc la population représente 100%, d'accord? Et si la répartition représente 100%, bien sûr, la fréquence, c'est juste, par définition, le nombre d'individus qui est en 1, par exemple ici pour la fréquence correspondant à la première modalité, divisé par la population totale. Donc ça, c'est les fréquences F, d'accord? La répartition des effectifs parmi les modalités. Et bien sûr, les fréquences sont à 100% ou à 1. Vous les exprimez en pourcentage, par définition, elles sont 1. Donc, ici, on a un tableau qui représente la distribution statistique d'une grandeur soit à caractère à valeur discrète, soit à modalité distincte. Ok? Donc, c'est cet objet-là qu'on va manipuler. C'est cet objet-là qu'on va manipuler. Donc, quand on manipule ce type d'objet, on doit distinguer ce qui correspondrait à un caractère qualitatif, la couleur des yeux, l'appartenance à telle ou telle catégorie socio-professionnelle, c'est de cette manière-là. Bien souvent, quand c'est un caractère qualitatif, soit il est défini de manière évidente, soit il est défini par des nomenclatures. D'accord? Quelque part, avoir une mention assez bien, vous voyez, c'est presque un caractère qualitatif. Et en même temps, derrière, ce qui a permis de faire la classification, c'est une variable quantitative. Donc il y a souvent cette idée qu'on va discrétiser une variable quantitative, donc on va rendre qualitative une variable quantitative. Mais typiquement, pour un caractère qualitatif, une modalité c'est non mesurable. Ce n'est pas exactement le cas de la mention, parce qu'elles sont issues d'une nomenclature administrative. L'exemple ici, c'est les professions et les catégories socio-professionnelles. Il y a 8 catégories dans lesquelles on appartient à l'un ou à l'autre. On ne peut pas être dans 2 à la fois. D'accord? Et on couvre toutes les choses possibles. Et puis, on répartit, évidemment, on répartit ce qu'on a déjà vu, la population, éventuellement des sous-populations, parmi ces différentes catégories, de manière exhaustive. D'accord? Alors pourquoi ici j'ai dit qu'il y a 8 catégories alors qu'en fait il n'y en a que 6? Il y en a 6 ou 8? Il y en a 8. Donc, ah oui, bien sûr, parce que c'est la population en emploi. Donc j'imagine que les deux autres dernières catégories, c'est les populations qui ne sont pas en emploi. C'est pour ça qu'ici on n'en a que 6, parce qu'on considère un sous-ensemble en fait, des individus qui sont ceux qui sont en emploi. Donc les autres, c'est ceux qui sont hors de l'activité. Ok? Vous avez la répartition, et là c'est exactement ce qu'on a fait, sauf que le tableau que j'ai mis, ici c'est les fréquences. Vous voyez qu'on a les effectifs, donc à partir des effectifs familiers, on peut reconstituer la taille de chacune. Ok, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose
à raconter la donne. Quand il s'agit d'un caractère quantitatif, c'est une modalité qu'on peut mesurer de manière non arbitraire. Typiquement, peut-être la note que vous avez obtenue en moyenne sur l'année, qui peut vous faire passer d'une mention à l'autre, mais bon, voilà, derrière, ce qui est sous-jacent, c'est quand même un caractère quantitatif. Les modalités sont mesurables et elles prennent la forme de valeurs numériques. D'accord ? Donc, tel nombre. On appelle ça souvent, un caractère quantitatif, on appelle ça une variable statistique. Le mot variable, vous dire ce que ça veut dire, c'est que ça varie comme un nombre en fait. On appelle ça des fois une variable statistique, c'est pas très important. La variable peut être discrète, ou des fois on dit discontinue, de manière évidente. Le nombre de machines possédées par un ménage, à la baie. Un peu moins évident, les notes obtenues par les étudiants en les regroupant par classe de notes. Ça signifie que, dans ce cas-là, ça peut prendre qu'à certaines valeurs dans son intervalation, typiquement un nombre entier. Ou, encore une fois, si vous mesurez la taille en centimètres, vous voyez, c'est un peu ambigu, parce que d'un côté, évidemment, c'est une variable quantitative. Pour dire qu'elle est continue entre nous, et quand vous allez le mettre en centimètres, nécessairement, vous allez créer une forme de discrétisation, puisque vous allez rassembler les gens dans des classes homogènes, enfin, plus ou moins homogènes. C'est un problème éternel. Variable continue, a priori, c'est-à-dire qu'il y a comme une infinité de valeurs possibles. D'accord ? Donc on est capable de. Votre moyenne sur 20 est une variable continue. On met que 2 chiffres après la virgule dans l'application apogée du calcul de vos moyennes. D'accord ? On arrondit à 2 chiffres après la virgule. Bon, je suis d'accord que c'est presque continu. Exemple, produit en euros, durée du chômage, vous allez mesurer âge, l'âge en mois, en années, en secondes, comment on fait pour la mesurer. Bien souvent, on est obligé de les regrouper en classes sur intervalle de valeur. Ne serait-ce que pour les mesurer, d'accord ? On ne va pas vous demander votre taille au millimètre près, d'accord ? On va regrouper ça en classes. Donc on a tendance quelquefois à discrétiser les choses, y compris lorsque pourtant l'évolution avait même continué. Donc c'est important de bien considérer ça, de bien considérer ce regroupement en classe, qui lui est souvent aussi arbitraire. On décide que l'unité c'est centimètres. Pour mesurer ça, je ne sais pas, les Anglais, ils font ça en pouces. Chacun son mode. Mais on comprend bien ce que ça veut dire. Donc il faut y faire attention. Exemple, ancienneté d'aménagement dans la résidence principale en 2005. Donc, évidemment, le temps que vous habitez votre appartement, c'est une variable continue. Ça pourrait même être mesuré en secondes ou en dixièmes de seconde. Ici, on mesure en année, d'accord ? Puis on essaie de mesurer une durée, et dans le cas de logement, ils nous fournissent ça en année. Moins de 5 ans, entre 5 ans et 10 ans, entre 10 ans et 20 ans, entre 20 et 30 ans, 30 ans et plus. Bien souvent, on a plusieurs problèmes qui se posent. D'une part, quand on les regroupe en classe, il faut qu'on mette un intervalle ouvert, un intervalle fermé, d'un côté ou d'un autre. C'est pas forcément très important. Est-ce que vous êtes chez vous depuis 5 ans et une seconde, ou 5 ans moins une seconde? Bon, cette question dans la pratique, elle peut jouer, mais vous voyez que c'est complètement arbitraire là aussi. C'est une manière de mesurer, il y a des conventions, il faut simplement faire attention à ce que tout le monde soit bien comptabilisé. Donc ici, je mis moins de 5 ans, je me suis dit, bah, de toute façon, ça ne peut jamais être un nombre négatif, c'est entre 0, vous venez juste de rentrer dans notre intervalle, et moins de 5 ans, moins de 5 ans, c'est strictement inférieur à 5 ans. Et ça pourrait être inférieur ou égal, c'est pas exactement ce que ça veut dire. Il faut dire, préciser ce que ça veut dire moins de 5 ans. Mais à telle date, ces enquêtes, elles se font sur un temps, donc il y a une convention pour le faire. C'est pas très important. Entre 5 ans et 10 ans, 19 ans. Vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que la taille des intervalles peut différer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui déménagent assez souvent. D'accord? Donc c'est normal que cet intervalle-là ait une amplitude de 5 ans, ce qu'on appelle l'amplitude de l'intervalle. Vous voyez qu'après, les amplitudes sont plus grandes entre 10 ans et 20 ans, c'est de 10 ans. Et puis, il faut faire attention aux gens qui habitent là depuis 80 ans au même endroit. Donc cela, on ne va pas continuer à l'écrire, parce qu'évidemment, ça s'étiole. C'est pas comme votre moyenne sur 20 qui est à 20. Il faut presque rester à vitam aeternam dans sa maison. Donc, on est obligé souvent de faire une catégorie absorbante, 30 ans et plus. Donc là, on a un problème avec la queue de distribution. Tout ça,
ce sont des normes qui sont mises en place lorsqu'on enquête. Et bien sûr, on essaie d'adapter ces normes pour avoir la meilleure focale possible pour analyser le phénomène qu'on va analyser. D'accord ? Donc c'est normal qu'on s'intéresse pas mal aux gens qui sont depuis moins de 5 ans chez eux, parce que vous voyez, si vous regardez les nombres, c'est les plus nombreux en fait. D'accord ? Parce que les gens, plus votre probabilité de déménager est d'autant plus grande qu'il y a peu de temps que vous êtes dans votre logement. C'est comme ça. C'est un modèle à durée non proportionnelle. D'accord ? Les gens qui déménagent le plus souvent sont ceux qui sont le moins souvent dans leur logement, le plus longtemps dans leur logement. Notamment les jeunes, ça se comprend bien, d'accord ? On comprend bien le phénomène qu'il y a. Ce que j'appelle l'amplitude, c'est la largeur de la classe en termes de variables. D'accord ? Donc si vous regroupez tous les étudiants qui ont 14 et 16, moi j'aurais tendance là, vous voyez, à laisser ouvert, à faire tous les étudiants qui ont plus de 14 strictement, non, ou égal, jusqu'à moins de 16 avec un signe inférieur, parce que je prends toutes les mentions bien. Pour avoir une mention bien, il faut avoir entre 14 et 15,99. Souvent, le jour du jury, on a tendance à rajouter des points pour que les gens arrivent, quand ils ont 15,95, on les met à 16 pour le faire passer de l'autre côté. Donc c'est logique de le faire dans ce sens-là. Si je commence à regrouper les gens en disant ah non, on va prendre tous les gens qui sont entre 14,01 et 16 tout juste, vous diriez, mais non, ça ne va pas, c'est pas logique. Faites des places avec les mentions, c'est comme ça que les jurys travaillent. Vous avez raison, bien sûr. D'autant que là, c'est nous qui choisissons le jury de vous faire passer d'un côté ou de l'autre. Et évidemment, on a tendance à faire des points d'accumulation à 7 de moyenne. Enfin, 14, vous avez compris. Les classes, elles peuvent être d'amplitude constante ou variable. D'accord ? Donc ici, par exemple, elles sont variables, 5 ans, 5 ans, 10 ans, 10 ans, et puis là, l'infini des temps, je ne sais pas très bien ce que c'est. D'accord ? Un autre point qui est important, c'est évidemment, on aimerait bien repérer la classe par un chiffre, puisqu'on l'a discrétisé. Donc un chiffre qui peut jouer un rôle, c'est le centre de la classe. C'est quoi ? C'est la moyenne des extrémités de la classe. Donc voilà, une mention assez bien. S'ils sont répartis de manière uniforme à l'intérieur de la mention assez bien, ils sont 13. C'est entre 12 et 14. D'accord ? Si vous devez les référer par un chiffre, je dirais c'est un assez bon étudiant, c'est un étudiant qui a 13 de moyenne. Un bon étudiant, c'est un étudiant qui a 15 de moyenne. Et un très bon étudiant, c'est un étudiant qui a 18 de moyenne. C'est pour le résumer par rapport à un chiffre. C'est comme ça qu'on va faire. Ok. Donc, comment peut-on représenter les choses graphiquement ? Vous voyez que quand la variable est une variable discrète, il y a un truc très simple pour représenter, c'est de faire des diagrammes à barres. D'accord ? Ici, je ne sais pas ce qu'on représente, on représente le nombre d'enfants de moins de 18 ans. Donc, un enfant dans le ménage, 2, 3, etc. 4 et plus. Là aussi, il y a un 4 et plus, parce que. Alors, il faut définir quand même ce qu'est un ménage. Si c'est des familles séparées, composées, c'est pas forcément évident, mais les statisticiens font ce travail. Et bien sûr, si vous devez représenter cette distribution, les nombres d'enfants de moins de 18 ans, 45% des familles, ce qu'on appelle une famille, c'est pas exactement un ménage, une famille, ça doit être un ménage avec des enfants, je pense. D'accord ? Un ménage, c'est des gens qui habitent sous le même toit. Un ménage, ça peut être les parents avec leurs grands-parents, mais les parents ne sont plus des enfants, puisque. Non, pas les parents, enfin bref. Cette famille, ça doit être des gens avec des moins de 18 ans, je pense. C'est ça, je sais pas exactement comment on définit famille. Mais, vous voyez, donc là, on a la préparation des familles. C'est assez facile de comprendre que la bonne manière de représenter ça, c'est de faire un diagramme en barre comme ça. Et bien sûr, l'ordre ici a de l'importance. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. C'est pas la même chose. D'accord ? Alors que si c'était des yeux gris, des yeux bleus, des yeux marrons, ok, on les mettrait simplement par ordre alphabétique. Je pense. C'est comme ça qu'on fait, d'accord ? Ici, quand on fait cette représentation-là, évidemment, on est dans la barre, on se contente de faire ça. Donc ça, c'est, on va représenter les fréquences par les diagrammes à barre. Lorsque la variable est continue, on ne raisonne plus en termes de diagramme à barre. Je ne sais pas si d'ailleurs, je ne sais pas comment on dirait diagramme en barre en anglais. Comment on dirait par diagramme? Oh là, c'est quoi ça? Je pense que c'est pas mes copines qui sont revenus. Je crois qu'il va être content les étudiants comme je leur dire qu'ils ont fait tout ce travail pour rien. Certains, mais en fait, j'ai fait une erreur.
c'est que j'ai laissé les copies et j'ai allé chercher un vidéocollecteur au moment d'un parcours. Et ce qui m'effraie, ce que j'aurais peur, c'est qu'il y ait un étudiant qui prie les copies. On ne peut pas l'exclure. C'est pas du tout l'image que je me fais des étudiants de M1. Enfin, c'est un peu. Et je trouve ça très bizarre. Mais c'est pas grave. Ils ont fait l'interro, ils ont travaillé pour. L'objectif est atteint aux 3/4. Et l'année prochaine, on essaierait de faire mieux. C'est quoi un histogramme? Un histogramme, c'est un diagramme en barre, mais qui a une signification plus précise, parce qu'il s'intéresse à une variable, qui est une variable quantitative, qui est regroupée en classes, qui est nécessairement regroupée en classes, comme votre taille en centimètres. Nécessairement, vous allez prendre tous les gens entre 1m75 et 1m67. Donc, quelque part, c'est comme ça que vous allez définir. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un qui fait 1m75, c'est quelqu'un qui est entre 1m75 000 et 1m75 99. Ok? Donc, bien sûr, cette variable, vous l'avez extrémisée. Simplement, votre intervalle, il est tout petit. D'accord? Mais il va y avoir des trous dedans. Hein. Si vous prenez 1500 étudiants, évidemment, vous allez quand même assez vite le remplir. Ben, l'histogramme, il est utile pour ça. L'histogramme, il a une signification mathématique. C'est des formées de rectangles que je mets accolés. Et un rectangle correspond chaque fois à une classe qui est plus ou moins large, d'accord? Plus ou moins précise. Et la surface, c'est ça qui est très important, c'est que la surface de chacun des rectangles est proportionnelle à l'effectif de la classe. À l'effectif de la classe. D'accord? Chaque rectangle, quelle que soit sa base, quelle que soit sa largeur, quelle que soit sa hauteur, il faut que la surface de ce rectangle soit proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de la classe. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien sûr, c'est-à-dire que la surface totale de l'histogramme, c'est 100%. C'est 1. Donc vous allez accoler des rectangles de manière à ce que la somme soit égale à 1, représentant toute la fréquence. Et la surface de chacun des rectangles accolés est proportionnelle à la fréquence de chaque classe. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, il faut distinguer deux classes, deux situations. Le cas où les classes ont même amplitude. Dans ce cas-là, la base de tous les rectangles est la même. D'accord? Typiquement, si je prends au centimètre près, je vais prendre un intervalle de 1 cm pour chacun des étudiants. Je fais des étudiants chez chacun des étudiants. Si maintenant, je fais des classes d'amplitude différentes, quand je représente l'histogramme, il faut bien que je veille à ce que la hauteur de l'histogramme tienne compte de sa base. Donc, il faut bien que je distingue, quand je trace un histogramme, contrairement au diagramme à barre, où là c'est évident parce que c'est un enfant, deux enfants, trois enfants, etc. Il faut bien que je tienne compte, éventuellement, d'amplitude inégale. Ok? Regardez par exemple, ici, un histogramme très connu, c'est la pyramide des âges. C'est que là, les liens se traversent. Donc, j'ai les classes d'âge, et vous voyez que là, les classes d'âge, elles sont homogènes. Elles sont de même amplitude. C'est par classe de 20 ans. 20 ans, 20 ans, 40 ans, etc. Alors, j'ai un seul problème, c'est les 80 ans et plus. Et vous êtes d'accord que les 80 ans et plus, bah, je ne sais pas très bien quoi faire. Je me dis les 80 ans et plus, il faut un moment que je trompe. Et je me dis c'est les 80-100 ans. Quand je cherche à faire l'histogramme, bah, vous voyez bien sûr que quand je vais représenter le pourcentage, c'est évidemment la pyramide des âges, il faut que la pyramide des âges ait dans ce sens inverse, hein, d'accord? Bah, ce que vous allez représenter ici, c'est le pourcentage de moins de 20 ans, 25%, le pourcentage entre 20 et 40 ans, 25, etc. Et vous voyez que comme à chaque fois, les amplitudes sont les mêmes, je peux accoler des rectangles, d'accord, et faire en sorte que la hauteur soit exactement le chiffre qui est indiqué là. Sauf pour le dernier, parce que comme le dernier, je ne sais pas très bien ce qui se passe, peut-être que ce qu'il faudrait que je mette là, c'est un signe comme ça, pour que ce soit compréhensible, et tout le monde comprendra, c'est 80 ans, de 80 ans à 100 ans et plus. Et globalement, j'ai fait le globe, j'ai bien fait ici un histogramme avec des classes de même amplitude. Plus compliqué, quand on regarde l'ancienneté dans la résidence principale. C'est quoi le problème de l'ancienneté dans la résidence principale? C'est que les classes ne sont pas de même taille.
Ici, 5 ans, 5 ans, 10 ans, 10 ans, et là, 30 ans et plus, vous me mettre 20 ans. Je ne sais pas. Ça, j'ai dit 20 ans, en fait, c'est un choix arbitraire. Et ce qui est sûr, c'est qu'ici, vous voyez, il y a une espèce de loupe qui est mis. D'accord? Et ça représente des fréquences qui sont plus importantes. Et c'est pour ça qu'on a mis la loupe. Parce qu'on veut plus de précision. Et quand vous allez représenter l'histogramme, on a un problème, c'est qu'il faut opérer ce qu'on appelle une rectification des fréquences. Il faut rectifier la fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la fréquence qui est indiquée là, d'accord, elle est indiquée pour chacune des classes. Et ce que je voudrais faire, c'est en fait rectifier la fréquence, c'est faire en sorte que certaines classes qui ont une amplitude plus grande, et ben, je vais diviser par 2 la fréquence qui correspond à ces classes, quand je vais vouloir la représenter. Pourquoi? Parce que je dis, je veux raisonner en termes de 35 ans, en fait. Donc, la première tranche, c'est à 33,5% des gens. La deuxième, 18,6%. La troisième, il y en a 18,3%. Et on est d'accord qu'il y en a qui sont entre 10 et 15 ans, et d'autres entre 15 et 20 ans. Donc, si je veux essayer de chercher des rendre ça comparable, de 18,3, je vais diviser par 2, pour rectifier la fréquence. Exactement comme si j'avais regroupé les gens d'abord en centimètres, et puis après en 5 centimètres. Donc, quelque part, si je veux vraiment représenter la vraie distribution des gens, proportionnellement, je suis obligé de rectifier la fréquence. C'est ce que je fais là. Alors là, vous allez dire, c'est un mais là aussi, vous voyez, c'était 13,9. Je divise par 2. Pourquoi? Parce que j'ai rectifié la fréquence. Et en rectifiant la fréquence, je termine juste là-dessus, juste le dessin, d'accord? Et bien, le bon histogramme de ça, de la série, pour les 2 premières, il n'y a pas de problème. Pour les 2 premières, il n'y a pas de problème. C'est proportionnel. Et ensuite, je divise par 2 pour avoir des choses homogènes. Et du coup, vous voyez, vous vous rappelez que ça, c'est un intervalle de 5 ans. Et il y en a 33%. Et bien, je fais un raisonnement un peu comme ça, arbitraire. Je vais mettre en pourcentage par année. C'est-à-dire que les 33%, je vais faire comme si c'était représenté sur les 5 ans. Donc ça fait, en pourcentage par année, ça fait 7%. D'accord? Parce que je vais encore diviser par 5 les 35%. C'est juste une manière. C'est pour ça que j'appelle ça, non pas la fréquence, mais la densité de fréquence. Un peu, je vous accorde que c'est un peu une galerie pour vous montrer la qualité que j'avais. Et ça, c'est bien un histogramme. Et pour faire ça, vous voyez, l'amplitude, bon, à part le dernier qui est, lui, de taille un peu arbitraire, c'est 30 ans et plus, j'ai eu 50 ans, l'amplitude, d'accord, et ben je divise le truc de manière à ce que la surface reste proportionnelle au poids de la catégorie dans la population totale. Ceci est un histogramme. Parce que j'ai rectifié les fréquences, parce que les amplitudes n'étaient pas les mêmes. Okay, et là, on voit bien que, comme bien souvent dans les modèles de durée, c'est pareil pour le chômage. Il y a beaucoup de gens qui sont depuis peu de temps dans leur appartement. Ça apparaît nettement ici. C'est logique, c'est asymétrique. Donc je vous souhaite une bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine en espérant que d'ici là, vous aurez le résultat de votre interrogation. Merci pour votre attention. Pour une variable continue, quand on en fait des classes, est-ce que du coup c'est une variable discrète ou une variable discrète?